Spitzer. Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. Première règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. Et ensuite, à mon avis, vous n'entendrez plus jamais parler de lui. Salut à tous, voici enfin la dernière vidéo de ce top 250 avec la découverte des films qui m'ont le plus marqué. Vous découvrirez ma critique de ces films ainsi que quelques anecdotes connues et moins connues de ces longs métrages. Avant de détailler ce top et pour être tout à fait complet, voici la liste des films unanimement reconnus comme des musts que je n'ai malheureusement jamais eu l'occasion de voir. C'est pourquoi ils ne figurent pas dans cette liste des 250 meilleurs films. Les voici en images. Réalisé en 1999 par David Fincher, Fight Club raconte l'histoire d'un homme qui rencontre Tyler Durden, personnage excentrique et anarchique avec qui il va entretenir des rapports destructeurs. Adapté du roman éponyme de Chuck Palahniuk, pourtant réputé inadaptable, Fight Club est d'abord une prouesse visuelle impressionnante, truffée d'effets de mise en scène plus virtuoses les unes que les autres. Fight Club est aussi d'une certaine façon une dénonciation d'une société consumériste, peut-être un peu trop manichéenne, mais qui a le mérite d'interroger le spectateur. Les rôles principaux sont parfaitement interprétés par Brad Pitt et Edward Norton, et le twist final apparaît étourdissant. A noter qu'avant de tomber entre les mains de David Fincher, la réalisation du film avait un temps été attachée à trois autres virtuoses de la mise en scène, Peter Jackson, Bryan Singer et Danny Boyle. Par ailleurs, la fabuleuse scène d'introduction en 3D qui nous fait voyager à l'intérieur du cerveau humain n'était pas gagnée par avance, puisque la production avait prévenu le réalisateur « Si le film vaut le coup, vous aurez votre générique en 3D, sinon vous aurez un fond noir ». Si le film est presque entièrement fidèle au roman de Chuck Palahniuk, certains éléments ont néanmoins été coupés au montage, notamment la recette de la dynamite, reproduite in extenso dans le livre, mais dont certains éléments disparaîtront du film pour éviter les mauvaises idées. Les deux acteurs étaient tellement investis dans leur rôle qu'Edward Norton frappa réellement et violemment Brad Pitt dans leur scène de combat, ce à la demande de David Fincher. Le sourire en coin de Norton et la douleur ressentie par Brad Pitt à l'écran étaient donc totalement réels. Le film fut classé 10e du top 500 des meilleurs films du magazine Empire, soit exactement à la même place que dans notre top. Je veux que tu me frappes aussi fort que tu peux. Pourquoi? Comment est-ce que tu peux te connaître si tu t'es jamais battu? Attends, je t'explique depuis le début. Comme beaucoup de types dans ton genre, j'étais coincé. J'arrivais pas à dormir. Non, on ne peut pas mourir d'insomnie. Je feuilletais les catalogues en me demandant quel genre de salle à manger me définit en tant que personne. Voilà ta vie, et tu la gâches une minute après l'autre. Bienvenue! J'ai cherché une vie différente. Du savon. Je fabrique et je vends du savon. C'est comme ça que j'ai rencontré Tyler Durden. Allez, vas-y, frappe-moi avant que je m'énerve. Tu m'as frappé à l'oreille! Sans le savoir, tout le monde en mourait d'envie. Je peux être le suivant? On lui a simplement donné un nom. Messieurs, bienvenue au Fight Club. La
Ouais. Il est interdit de parler du Fight Club. Après le Fight Club, on s'est tous mis à voir les choses différemment. Tu vas devoir me tenir réveillée toute la nuit. Et elle a tout foutu en l'air. Tu t'intéresses pas à elle, non? Mon Dieu, non, pas du tout. La télévision nous a appris à nous persuader qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma et des rockstars. Mais c'est faux. Il avait un plan. Un plan dans quel but, en Tyler, nous mettions notre foi. Le Fight Club doit monter en puissance. Chacun d'entre vous a un devoir à faire à la maison. Vous allez chercher la bagarre avec un parfait inconnu. Ça, c'est pas nécessaire. Et vous allez perdre. Ça fait mal. Tu cherchais un moyen de changer ta vie. Eh ben tu l'as. Moi, je m'arrête là. Tout est déjà fait, alors ferme-la. À quel jeu de malade tu joues là? Oh mon Dieu. Non, ça c'est trop. À la fin, tu me diras merci. Et si t'avais le choix de l'adversaire, tu te battrais contre qui? Car Réalisé entre 1985 et 1990 par Robert Zemeckis, Retour vers le futur est la trilogie parfaite, amusante, maligne et hyper attachante. Les personnages principaux, incarnés par Michael J. Fox et Christopher Lloyd, forment un couple parfait et leur alchimie crève l'écran. Si l'épisode numéro 2 a la faveur du grand public, les trois films composent un tout indissociable et peuvent être revus de multiples fois avec le même plaisir. A noter que le chanteur Huey Lewis fait une apparition au début du premier film. Il interprète le juge du concours de rock qui trouve la musique de Marty McFly, en réalité son propre tube, trop assourdissante. Le premier choix de Robert Zemeckis pour incarner Marty fut Eric Stoltz, mais au début de quelques jours de tournage, il est apparu que l'acteur était trop âgé pour le rôle. Il fut donc remplacé par Michael J. Fox, avec le succès qu'on connaît. A noter qu'il n'existe que 9000 exemplaires de la célèbre DeLorean qui se caractérise par ses portes papillons et sa carrosserie en acier inoxydable non peint. La société fera faillite, mais le film lui permit de retrouver une certaine notoriété. Longtemps demandé par les fans, il n'y a désormais plus aucune chance de voir un jour un Retour vers le futur 4. D'une part parce que Zemeckis lui-même y est totalement opposé, et d'autre part parce que l'âge des comédiens, Christopher Lloyd a 80 ans, ou leur santé, Michael J. Fox est atteint de la maladie de Parkinson, ont éteint cet espoir. A noter néanmoins qu'une étonnante deepfake du film a été réalisée par un YouTuber avec Robert Downey Jr. dans le rôle de Doc et Tom Holland dans celui de Marty. Une vidéo qui fonctionne étonnamment bien, jugez plutôt. How's your head? Good. Fine. Oh, I've been so worried about you ever since you ran off the other night. Are you okay? Oh, it's hurting. I'm sorry I have to go. Isn't he a dreamboat? Doc, she didn't even look at him. This is more serious than I thought. Apparently your mother is amorously infatuated with you instead of your father. Whoa, wait a minute. Doc, are you trying to tell me that my mother has got the hots for me? Precisely. Whoa, this is heavy. There's that word again, heavy. Why are things so heavy in the future? Is there a problem with the Earth's gravitational pull? What? The only way we're going to get those two to successfully mate is if they are alone together. So you've got to get your father and mother to interact in some sort of social... Well, what, you mean like a date? Right. Well, what kind of date? I don't know. What do kids do in the 50s? Well, they're your parents. You must know them. What are their common interests? What do they like to do together? Nothing. Steven Spielberg présente Retour vers le futur, un film de Robert Zemeckis. Marty mène une existence banale. Aucun McFly n'a jamais laissé la moindre trace dans toute l'histoire de Hill Valley. Vous savez, l'histoire, elle va changer. Et 1985 n'est vraiment pas son année. Mais Doc Brown va changer tout ça. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Il fait faire à Marty un bond de 30 ans dans le passé. Ça marche! C'est une soucoupe volante venue de l'espace. Il s'en est bon! Maintenant, il est bloqué dans le passé. Je dois rêver, c'est pas possible. Il fait la connaissance de son futur père. Mais c'est un voyeur! Et il plaît beaucoup à sa mère. Il est absolument sans ça. Dormir dans ma chambre.
Tout ce que tu fais peut avoir de graves répercussions sur le futur. Il faut qu'il rende ses parents amoureux l'un de l'autre. Bon sang, Doc, je suis même pas né. Et il n'y a que Doc Brown qui puisse l'aider à retourner vers le futur. Michael J. Fox, Christopher Lloyd. Retour vers le futur. Marty! Il faut que tu repartes avec moi. Où ça? Mais vers le futur. On est où, là? Et on est sans Faut pas l'attendre le mercredi 21 de l'an 2000. On va pouvoir assister à notre mariage. Je croyais qu'on était venus ici à cause de mes enfants. Regarde ce qui arrive à ton fils. Mais c'est une Fais vraie attention, poule mouillée. il est légèrement... Ah, c'est comme ça, merde. Oh, regarde! Tu me prêtes ton... Oh, d'accord. Avec ça, je peux pas... Vous seriez pas parents? Alors? Maman? Tu as tellement... grossi? From out of the west, in a cloud of dust, a thunder of hooves, and a mighty... Great Scott! I know, this is heavy. Indians! This summer, Marty and Doc go back one more time for their greatest adventure of all. Doc's living in the past. Just try it, Tenant! But he's about to be history. What kind of a future do you call that? I'm going back to 1885 and I'm bringing you home. It's the last roundup. Come on, run! It's the final showdown, Hey, lighten up, jerk! where Marty makes a name for himself. What's your name, dude? Eastwood. Clint Eastwood. What kind of stupid name is that? Doc meets his mate. You saved my life. I'm proud at your service. And Tannen meets his match. I'll hunt you and shoot you down like a duck. It's Dog Buford. Shoot him down like a dog. Michael J. Fox. Where'd you learn to shoot like that? 7-Eleven. Christopher Lloyd. There's a fella that can't hold his liquor. And Mary Steenburgen. I never ever met a man like you before. Gentlemen, excuse me, but my friend and I have to catch a train. This summer, Steven Spielberg and Robert Zemeckis invite you Come on, Marty! to the Rough Rider. Rip roaring, rootin' tootin', straight shootin', There's a hold up! It's a science experiment! rousing conclusion of Back to the Future. Let the festivities begin! Back to the Future, Part 3. Réalisé en 2010 par le Britannique Christopher Nolan, Inception raconte l'histoire d'une équipe capable d'implanter une idée dans l'esprit des individus. Impossible à résumer davantage sans dévoiler l'intrigue, Inception est le film le plus virtuose du réalisateur anglais. Un grand 8 émotionnel qui met l'essence à rude épreuve au rythme d'une bande-son fabuleuse composée par Hans Zimmer. Un casting au diapason et un épilogue malin finissent de faire d'Inception un classique instantané qui sera couronné par 4 Oscars. A noter qu'Inception est l'occasion pour Christopher Nolan de travailler avec des acteurs dont il aime s'entourer, Michael Caine, Ken Watanabe et Cillian Murphy. La musique d'Edith Piaf, rien de rien, que Nolan utilise pour le film, peut prêter à sourire, puisque la même année Marion Cotillard, qui interprète la compagne de DiCaprio dans Inception, jouait également dans le film La Môme, dans laquelle elle incarne Edith Piaf. Contrairement aux apparences, le film utilise assez peu d'effets spéciaux, à peine pour environ 400 plans, soit 5 fois moins que la moyenne habituelle pour des blockbusters du même type. Pour définir le style du film, Nolan a précisé qu'il souhaitait un film entre Matrix, James Bond et se déroulant aux 4 coins du monde, un pari largement remporté.
faut que vous sachiez une chose. Je suis spécialiste d'un genre de sécurité très particulier. La sécurité du subconscient. Des rêves, autrement dit. Monsieur Cobb a un poste à pourvoir et il aimerait vous en dire 2 mots. Vous avez un stage pour moi? Ce n'est pas le terme exact. Nous créons le monde du rêve. Nous amenons le sujet dans ce rêve. Et le sujet y dépose tous ses secrets. Et là, vous cambriolez le rêve? Bah, disons que c'est pas tout à fait légal. Ça s'appelle l'inception. C'est parti. Je crois avoir trouvé le moyen de rentrer chez moi. Et ce dernier coup, c'est comme ça que j'y arriverai. Les rêves semblent vrais tant qu'on est dedans. Ce n'est qu'au réveil qu'on remarque ce qu'ils avaient d'étrange. Assume tes responsabilités! On n'était pas prêts! Le rêve est en train de s'écrouler. C'est bon, je maîtrise. Je veux pas savoir ce que ça donne quand tu maîtrises pas. Faut pas avoir peur de rêver un peu plus grand, chérie. Réalisé en 1994 par Quentin Tarantino, Pulp Fiction est le film qui allait propulser le réalisateur américain sur le devant de la scène pour longtemps. Ce film à tiroir mêle plusieurs histoires croisées sous fond de flingues, de sexe, de musique et de rock'n'roll. Dynamitant les codes du film noir, à coups de flashback et de flash-forward, Pulp Fiction est un monument de réalisation, une réalisation alors atypique qui fera du film une référence absolue. Contre toute attente, Pulp Fiction remporta la Palme d'Or à Cannes, le César du meilleur film étranger et l'Oscar du meilleur scénario original. A noter que le rôle obtenu par John Travolta avait été au départ confié à Michael Madsen. Malheureusement pour ce dernier, le tournage de Wyatt Earp s'éternisant, il fut contraint de renoncer. L'un des grands mystères du film est ce que contient la fameuse mallette de Marcellus Wallace. Pour certains, celui-ci aurait vendu son âme au diable, en témoigne sa blessure à l'arrière de son crâne, ainsi que la combinaison du coffre 666. Tarantino a lui-même infirmé cette théorie, précisant que le pansement de Marcellus était en fait une blessure réelle de l'acteur Ving Rhames. Du reste, le couple qu'il forme dans le film avec Uma Thurman paraît assez singulier, puisqu'il ne s'adresse jamais la parole à l'écran. Pulp Fiction permet de retrouver une sacrée bande d'acteurs à l'écran, dont Christopher Walken. Lors de son monologue, à l'issue duquel il donne sa montre à Butch, Walken marque un long temps d'arrêt qui accentue l'intensité de la scène. Pour autant, cette pause n'était absolument pas prévue. Walken avait tout simplement oublié son texte avant de s'en souvenir in extremis. Cette pause fonctionnant parfaitement, Tarantino décida de garder la scène telle qu'elle. Come on, let's get in character. Why are you so interested in Big Man's wife? Well, he's going out of town in Florida, and he asked me if I'd take care of her while he's gone. Take care of her? No, man. Just show her a good time, make sure she don't get lonely. Girl. You see, this is a moral test of oneself. I do believe Marcellus, my husband, your boss, told you to take me out and do whatever I wanted. Whether or not you can maintain loyalty. The night of the fight, you may feel a slight sting. Pride only hurts. It never helps. In the fifth, your ass goes down. I have to say, you play with matches, you get burned. We should have shotguns for this kind of deal. We're in a lot of danger, aren't we? I'm prepared to scour the earth for that motherfucker. Oh, I'm
I'm sorry. Did I break your concentration? Get down, get down. You got a corpse in a car, minus the head in a garage. Take me to it. Don't you hate that? Hey, what? Uncomfortable silences. John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Plummer, Maria de Medeiros, Ving Rhames, Eric Stoltz, Rosanna Arquette, Christopher Walken, and Bruce Willis. You looking at something, friend? You ain't my friend, Palooka. Die, you motherfucker! A new film from Quentin Tarantino, the director of Reservoir Dogs. Réalisé en 1979 par Ridley Scott, Alien le 8e passager raconte l'histoire d'un vaisseau commercial de 7 hommes et femmes qui doit s'arrêter sur une planète déserte. L'un des hommes y est agressé par une créature avant de regagner le vaisseau. Alien est un film charnière dans l'histoire du cinéma, celui qui réunira les films dans l'espace et les films d'horreur. Le réalisateur britannique tenait là un film culte, son premier d'une longue série. Les décors épurés et la patte du sculpteur suisse Giger, qui créa le fameux xénomorphe, font du film un modèle du genre, et un Oscar des meilleurs effets visuels viendra d'ailleurs couronner le film. Évidemment, Sigourney Weaver y trouvera le rôle de sa vie, alors que la saga se poursuivra dans 5 autres épisodes, tous réussis, même à des degrés divers. Il faut noter que dans un premier script, la fin devait être beaucoup plus noire. Le lieutenant Ripley se faisait ainsi sauvagement tuer par l'alien, qui devait s'asseoir sur le fauteuil du commandant de bord, envoyant un message rassurant d'arrivée sur Terre. Ian Holm, qui interprète Dallas dans le film, devait jouer 18 ans plus tard dans un autre film où intervient un homonyme. Ainsi, dans le 5e élément, il partagera l'affiche avec Bruce Willis, interprète de Corben Dallas. C'est l'artiste suisse Giger qui fabriqua seul le design de la créature. Spécialiste des œuvres mêlant mécanique et organique, il conçut la créature à partir de vrais ossements assemblés avec de la plasticine sur des tuyaux et des pièces de moteur. Il nommera cette forme d'art le biomécanisme. Beaucoup de rumeurs entourent la fameuse scène où le bébé alien sort du ventre de Kane. Si l'acteur John Hurt était bien au courant du déroulé de la scène, les autres acteurs n'en connaissaient que les très grandes lignes. Aussi, lorsqu'elle fut tournée, l'effroi et le dégoût des acteurs n'est pas vraiment fin, la plupart étant réellement effrayés par l'intensité de la scène. Celle-ci fut d'ailleurs tournée en une seule prise.
Réalisé en 1995 par Frank Darabont, d'après un roman de Stephen King, Les Évadés raconte l'histoire d'un homme reconnu coupable du meurtre de sa femme et de son amant. Il sera emprisonné à Shawshank, le pénitencier le plus sévère de l'État du Maine. Malgré une concurrence sévère, Les Évadés est, à n'en pas douter, la meilleure adaptation d'un roman de Stephen King. Tim Robbins y incarne magistralement un homme d'abord quasi mutique, enfermé dans l'enfer d'une prison dont il ignore tous les codes. Il forme un duo parfait avec Morgan Freeman qui connaîtra là l'un de ses rôles les plus marquants. La façon dont Darabont dépeint les personnages est pour beaucoup dans le succès du film, qui est encore à ce jour le film le mieux noté du célèbre site IMDb avec une moyenne de 9,2 sur 10, et ce malgré son absence de récompense aux Oscars pour lequel il sera tout de même nommé dans cette catégorie. Le réalisateur franco-américain Frank Darabont adaptera avec succès deux autres romans de Stephen King, La Ligne Verte en 1999 et The Mist en 2007, qui figurent d'ailleurs dans le top 250 à la 144e place. Tim Robbins et Morgan Freeman ont des façons radicalement différentes de travailler. Ainsi, pour le film, Robbins a passé quelque temps en prison, soulignant le regard de désespoir de ses co-détenus qui l'ont beaucoup inspiré. Au contraire, Morgan Freeman est plus intuitif et ne s'imagine pas être le personnage, mais tout simplement le jouer. Pour Darabont, Les Évadés n'est pas un film de prison. Je cite « La prison est une métaphore pour la vie. Dans la vie, les gens sont prisonniers d'eux-mêmes, de leur quotidien, d'une vie dans laquelle ils se sont laissés enfermer par faiblesse ou par habitude, et ils s'éloignent de ce qui était leur rêve, leur but, leur idéal. Le sujet du film, c'est l'amitié et comment elle transforme deux hommes qui vont apprendre la confiance, l'espoir et dont la détermination va transformer les vies. » Fin de citation. L'acteur Clancy Brown incarne le gardien sadique de la prison. Il retrouvera un rôle similaire dans le film Hurricane Carter, mais cette fois-ci pour jouer un gardien beaucoup plus sympathique. Ladies and gentlemen, you've heard all the evidence. I submit that this was not a hot-blooded crime of passion. Consider this. A revolver holds 6 bullets, not 8. That means that he fired the gun empty and then stopped to reload. By the power vested in me by the state of Maine, I hereby order you to serve 2 life sentences back to back. 1 for each of your victims. So be it. Send you here for life? That's exactly what they take. I believe in 2 things. Discipline. Help me, Dad! And the Bible. Here you'll receive both. Andy came to Shawshank Prison in 1947. Why'd you do it? I didn't, since you ask. You gonna fit right in. I must admit, I didn't think much of Andy the first time I laid eyes on him. He had a quiet way about him. A walk and a talk that just wasn't normal around here. There are places in the world that aren't made out of stone. There's something inside they can't touch. What are you talking about? Hope. Let me tell you something, my friend. Hope is a dangerous thing. Damn it, Dufresne, you're putting me behind! Hope can drive a man insane. You better be sick or dead in there, I kid you not! I better get used to that idea. Oh, my holy God. I guess it comes down to a simple choice, really. Get busy living, or get busy dying. Get busy living, or get busy dying. That's damn right. Réalisé en 1991 par Jonathan Demme, Le Silence des Agneaux raconte l'histoire de la traque par un jeune agent du FBI d'un tueur en série. Pour parvenir à l'arrêter, elle devra se rapprocher du docteur Lecter, psychiatre mais également psychopathe redoutablement intelligent et porté sur le cannibalisme. Adaptation du roman éponyme de Thomas Harris, Le Silence des Agneaux est le film qui fit d'Hannibal Lecter l'un des méchants les plus charismatiques du cinéma. Parfaitement interprété par Anthony Hopkins, qui n'aura pourtant que quelques minutes à l'écran, Lecter est en réalité le personnage principal du film au même titre que Clarice Starling, à laquelle Jodie Foster apporte sa candeur froide.
Monument du film policier, le film récoltera les 5 Oscars principaux, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure actrice et meilleur scénario adapté, rien que ça. Avant d'atterrir entre les mains de Jonathan Demme, c'est Gene Hackman qui était associé au projet et souhaitait le réaliser. Quant à Clarice Starling, elle devait être interprétée au départ par Michelle Pfeiffer, mais celle-ci fut trop mal à l'aise devant le script du film. C'est donc Jodie Foster qui a hérité du rôle avec le succès qu'on connaît. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Le Silence des agneaux n'est pas le premier film dans lequel apparaît Hannibal Lecter. Ce dernier était déjà en effet présent dans le film Le Sixième Sens, réalisé en 1986, dans lequel Brian Cox interprète le célèbre psychiatre. Brett Ratner en réalisera un remake en 2002, Dragon Rouge, et Anthony Hopkins reprit son rôle fétiche. On a donc pu admirer Anthony Hopkins dans la suite directe du Silence des agneaux, Hannibal, réalisé par le Britannique Ridley Scott et qui figure à la 96e place du top 250, et dans Dragon Rouge qui, s'il reste un honnête thriller, apparaît comme très oubliable. Quand son agent lui téléphone pour lui proposer de jouer dans Le Silence des agneaux, Anthony Hopkins pense tout d'abord qu'il s'agit d'un film pour enfants. Pour se préparer au rôle, l'acteur visite des prisons et assiste même au procès de quelques meurtriers. Il s'inspire également du comportement des reptiles, ce qui explique son interprétation monocorde et le fait qu'il cligne si peu des paupières. We're interviewing all the serial killers now in custody for a psychobehavioral profile. Could be a real help in unsolved cases. You spook easily, Starling? Not yet, sir. I want you to go after him again today in the asylum. And who's the subject? The psychiatrist Hannibal Lecter. Hannibal the cannibal. Busy hunting that new one, Buffalo Bill. What a naughty boy he is. Do you know why he's called Buffalo Bill? This one likes to skin his humps. Most serial killers keep some sort of trophies from their victims. I didn't. No. No, you ate yours. Believe me, you don't want Hannibal Lecter inside your head. Réalisé en 2008 par le Britannique Christopher Nolan, The Dark Knight est le deuxième volet de la trilogie Batman sauce Nolan. On y découvre le Chevalier Noir en prise avec le Joker, mais également avec Harvey Dent qui deviendra double face. Monument des films de super-héros, Dark Knight est bien sûr le film où le regretté Heath Ledger crève l'écran dans le rôle du Joker et éclipse littéralement Christian Bale, un rôle qui lui vaudra d'ailleurs un Oscar. Un scénario intelligent, des seconds rôles parfaits, Dark Knight est une réussite complète sur tous les plans et de très loin la meilleure adaptation de Batman à ce jour. La scène d'introduction du film, autour d'un braquage de banque qui introduira le personnage du Joker, est un hommage au film Heat que Christopher Nolan considère comme un modèle. Du reste, dans cette scène, nous retrouverons l'acteur William Fichtner, également à l'affiche du film de Michael Mann. La disparition soudaine et tragique de Heath Ledger a obligé les producteurs à revoir leur plan pour le troisième épisode de la trilogie, qui verra finalement Batman opposé au terrible Bane. En effet, au départ, le Joker devait revenir pour un troisième épisode qui devait mettre en scène le procès du personnage. Pour la première fois dans l'histoire des Batman, l'armure du célèbre justicier était beaucoup plus confortable dans Dark Knight. Si l'une des plus éprouvantes combinaisons était celle portée par Michael Keaton dans le premier film de Tim Burton, puisqu'il ne pouvait faire presque aucun geste d'ampleur, celle portée par Christian Bale dans Dark Knight est composée de 110 pièces en polyuréthane flexible sur un maillage de polyester respirant. Dans Batman Begins, elle n'était composée que de 3 pièces. Comme dans beaucoup de blockbusters, de nombreux acteurs hollywoodiens se sont vus attachés au rôle principal. Ainsi, avant qu'Aaron Eckhart n'hérite du rôle de Harvey Dent double face, 3 autres acteurs se sont vus rattachés au rôle, Hugh Jackman, Ryan Phillippe et Matt Damon.
Quant au rôle du Joker, avant d'échoir à Heath Ledger, les rumeurs le rattachaient à des acteurs aussi divers que Sean Penn, Robin Williams ou encore Adrien Brody. Par où allons-nous commencer? Il y a un an, aucun de ces flics, aucun avocat n'aurait osé vous trahir. Je peux savoir ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce que vous proposez? C'est très simple. Tuer le Batman. Voici ma carte. Bruce, voici Harvey Dent. Grâce à Rachel, je sais déjà tout de vous. Pas tout, je l'espère. Tu m'as dit un jour que nous serions ensemble. Tu le pensais? Bruce, ne fais pas de moi ton seul espoir de vivre une vie normale. Vous êtes Alfred, exact? Exact, monsieur. Aucun ex-fiancé psychotique à me signaler? Non, si vous saviez. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'attraction de la soirée. Hey, salut, ma beauté. Vous semblez nerveuse. J'ai compris ce que je dois devenir pour arrêter des hommes tels que lui. La nuit est obscure avant qu'apparaisse l'aube. Je vous le promets, l'aube est proche. Prêt, feu, partez. Cette ville mérite une criminalité de premier ordre. Et je vais la lui offrir. Non! Tu verras, je vais te montrer. Le choix est de mourir en héros ou de vivre assez longtemps pour devenir le méchant. Je vous prépare la Batmoto, monsieur. En pleine journée, Alfred? Pas très subtil. La Lamborghini. Beaucoup plus subtil. Réalisé en 1991 par James Cameron, Terminator 2 s'intéresse au retour du fameux T-800, cette fois-ci envoyé du futur pour protéger le futur chef de la résistance, John Connor. En effet, un T-1000 Terminator de nouvelle génération a été envoyé par Skynet pour le tuer. 7 ans après un premier épisode marquant, James Cameron revient avec un nouvel épisode qui allait révolutionner le cinéma. Le budget alloué aux effets spéciaux se voit sur tous les plans et le scénario gagne en profondeur en élargissant l'univers du film. Contrairement au premier épisode, Sarah Connor est désormais une combattante et Schwarzenegger, plus convaincant que jamais, est maintenant du côté de la rébellion. Avec une bonne dose d'humour, le film reste encore à ce jour ce qui se fait de mieux en matière de fantastique et d'anticipation. Si le film est placé sous le signe de la révolution numérique, c'est parce que James Cameron décida de faire appel à 3 sociétés d'effets spéciaux en y consacrant plus de la moitié du budget du film. Fantasy 2 Film Effects pour les séquences de guerre, Forward pour l'explosion nucléaire et le métal fondu, et enfin ILM, la compagnie de George Lucas pour l'animation du T-1000 et les graphismes par ordinateur. Si les effets spéciaux mécaniques et numériques sont légion dans le film, James Cameron a décidé de se simplifier la tâche dans certaines scènes en faisant appel à des jumeaux. Ainsi, Leslie Hamilton, la sœur de Linda Hamilton, malheureusement récemment disparue, et Dan Stanton, le frère de Don Stanton, qui joue un policier, et son imitation par le T-1000 ont été réquisitionnés pour l'occasion. Linda Hamilton, qui joue Sarah Connor dans le film, est bien loin de la jeune femme poursuivie par le T-800 dans le premier épisode, puisqu'elle s'apparente désormais à un véritable soldat. Et pour cause, la comédienne a accepté de faire de la musculation intensive et a été entraînée par un ancien commando des forces armées israéliennes, Uzi Gal. Elle a été soumise à 3 mois d'entraînement intensif. Si Terminator a eu droit à plusieurs autres suites, avec ou sans Arnold Schwarzenegger, c'est seulement dans le dernier film sorti, Terminator Dark Fate, que les 2 acteurs furent de nouveau réunis. Et pour cause, James Cameron estime qu'il s'agit de la véritable suite des 2 premiers films, souhaitant mettre de côté tous les autres. Pour l'occasion, Edward Furlong reprend également son rôle de John Connor.
police station, 1984. You were there. Same model. These were taken today. You have to let me see my son. He's in great danger. New mission. Once, he was programmed to destroy the future. You don't know what it's like to try to kill one of these things. Now, his mission... Get down! ...is to protect it. Mom! Come with me if you want to live. You're really real. His loyalty is to a child. Who sent you? You did. 35 years from now. And his enemy... He's a Terminator like you, right? Not like me. ...is the deadliest machine ever built. Can it be destroyed? Unknown. This time, there are two. Terminator 2. You just can't go around killing people. Why? If you thought you had seen it all, look again. Stay down! Go! Now! We gotta stick together! Arnold Schwarzenegger. Terminator 2, Judgment Day. This time, he's back. For good. Trust me. True Romance est réalisé en 1993 par Tony Scott. L'histoire d'une rencontre, celle de Clarence, jeune homme solitaire et d'Alabama, call girl dont il tombera amoureux. Après un quiproquo, il se retrouve avec une mallette remplie de drogue appartenant à la pire des pègres dont ils devront échapper. Sur un scénario de Quentin Tarantino, True Romance est un jeu du chat et de la souris haletant autour d'un couple improbable et parfaitement assemblé. On retrouve déjà ce qui fera la patte du réalisateur Tarantino avec une galerie de comédiens plus talentueux les uns que les autres. Christian Slater, Patricia Arquette, Gary Oldman, Christopher Walken, Dennis Hopper, Chris Penn, James Gandolfini, Tom Sizemore et même Brad Pitt dans un petit rôle. Les dialogues sont forcément savoureux et la mise en scène nerveuse de Tony Scott sert parfaitement le propos. Un film en définitive des plus attachants, magnifié par une bande-son parfaite et un score de Hans Zimmer au diapason. Le scénario de Tarantino fit le tour d'Hollywood et se décomposait au départ en deux parties, la deuxième partie finalement utilisée comme base au film Tueur né d'Oliver Stone. Le scénario de Tarantino fut vendu au prix syndical de $30,000 et lui servit pour financer l'écriture de son premier film en tant que réalisateur, Reservoir Dogs. Si le rôle de Brad Pitt dans True Romance fut aussi minimaliste que marquant, l'acteur retrouvera finalement le réalisateur Tony Scott 8 ans plus tard dans Spy Game, Jeu d'espion. Le frère de Tony Scott, Ridley, engagea également Brad Pitt dans un de ses films, Thelma et Louise, qui figure d'ailleurs à la 123e place de ce top 250. Le film n'a été vu en salle en définitive que par un très petit nombre de spectateurs dans sa version intégrale. En effet, de nombreuses scènes furent raccourcies, voire supprimées au cours du temps. Du reste, et attention, ce qui suit relève des éléments importants de l'intrigue, du reste disais-je, le scénario original fut beaucoup plus sombre puisque Clarence devait mourir dans les bras d'Alabama. Sous la pression de Tony Scott, Tarantino accepta finalement que Scott tourne une scène plus positive, celle que vous voyez dans le film. Comme dans Pulp Fiction, Christopher Walken eut droit à une scène marquante, l'interrogatoire de Dennis Hopper, dans lequel ce dernier fait un monologue étourdissant. Cette scène semble faire écho à une scène dans Pulp Fiction dans laquelle Walken confie une montre au jeune Bruce Willis. Parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu fais quoi? J'ai oublié. D'où tu es? J'en sais rien. En fait, la vraie question c'est... Est-ce que t'as un mec? Clarence et Alabama étaient faits l'un pour l'autre. Il y a un truc que je dois te dire. Je suis call girl depuis 4 jours et tu es mon 3e client. Et je crois que je t'aime. Toute la suite T'as un Mac? Où elle est, cette pute? Elle est avec moi. Était inscrite à l'avance. Tu le connais pas. Et tu me connais pas. Vous avez vu qui est là? Mais il se prend pour charbon, ça. Toi, mets les affaires d'Alabama dans une valise. Ça, c'est pas mes fringues. Il a embarqué ma coke.
suis vraiment dans la merde. Vous pouvez peut-être m'aider, je cherche un vieux copain. Clarence Worley. Je sais que tu sais où ils sont. Et pour moi, où est la coke? On n'a pas de coke ici, mais il y a une machine à Pepsi dans le couloir. T'as fait un tabac, l'artiste. T'es devenu une vraie star. Un film de Tony Scott, T'as un sacré cran, petite. le réalisateur de Top Gun et du Dernier Samaritain. J'ai fini de rigoler. L'histoire d'un amour en cavale. Pourquoi t'as pris un flingue? J'aime mieux l'avoir et pas m'en servir que de pas l'avoir si j'en ai besoin. Avec Christian Slater, Qu'est-ce qui nous attend là-haut, hein? Ce Clarence, il est génial. Il a pété les plombs. T'es dingue, je t'adore! Patricia Arquette, Dennis Hopper, Hé, je te mens pas. Gary Oldman, J'essayais de l'aider, cette gamine, c'est tout. Eh ben on la pousse plus! Christopher Walken, J'avais descendu personne depuis 1984. Val Kilmer, Je t'aime bien, Clarence. Depuis toujours. Et pour toujours. et Brad Pitt. Merde. Vous voulez une taf, les mecs? Oh. True Romance. Il faut surtout pas que tu t'inquiètes. Tout va s'arranger. Réalisé en 1995 par Bryan Singer, Usual Suspect raconte l'histoire de 5 malfrats de haut vol qui se retrouvent ensemble en garde à vue suite à une mystérieuse dénonciation. L'homme de main du mystérieux gangster Kaiser Soze se rapprochera ensuite d'eux pour un coup grassement payé, mais dont ils ne sont pas sûrs de sortir vivants. Totalement inattendu lors de sa sortie en salle, Usual Suspect se fit l'effet d'un véritable coup de poing dans l'univers du film noir. Bien entendu, le scénario parfait de Christopher McQuarrie, qui remporta l'Oscar pour l'occasion, est la principale qualité du film qui n'en manque pas par ailleurs. Véritable labyrinthe, le film ne cesse de nous prendre à contre-pied jusqu'à la révélation finale totalement inattendue. Du reste, il faut avoir vu plusieurs fois le long métrage pour comprendre tous les rouages du film, pour accepter de s'être fait avoir en beauté. Grâce à un casting de second rôle absolument parfait, Kevin Spacey obtiendra d'ailleurs un Oscar pour sa prestation en tant que malfrat invalide, et à une musique qui convient parfaitement au propos, Usual Suspect reste à ce jour certainement le meilleur film policier à tiroir, un film qu'il faut absolument avoir dans sa collection. Et accessoirement, le film numéro 1 de ce top 250. Les scènes du film où apparaît Kaiser Soze ne nécessitaient pas la présence d'un acteur. Aussi, l'identité du malfrat fut longtemps tenue secrète et même les comédiens ignoraient l'identité du criminel. Gabriel Byrne reconnaîtra d'ailleurs avoir découvert le poteau rose qu'après avoir vu le film dans son intégralité. Le personnage de Kaiser Soze s'appelait à la base Kaiser Soumé, qui était le patronyme de l'ancien patron du scénariste Christopher McQuarrie. Mais en lisant le scénario avant que le film ne se fasse, celui-ci ne voulait pas voir son nom associé à une image si négative et demanda à ce que le personnage soit renommé. A noter que certains membres de l'équipe technique et artistique ont joué un petit rôle dans le film. Ainsi, les pieds de John Ottman, compositeur de la musique du film et monteur, ont servi à illustrer en gros plan les pieds de Kaiser Soze. L'un des machinistes du film incarne également Kaiser Soze lors des scènes de flashback, Bryan Singer l'ayant choisi car il remarqua que le caméraman n'arrivait pas à redresser ses coudes, lui donnant une allure irréelle et intimidante. Enfin, le scénariste Christopher McQuarrie fait une petite apparition dans le film en tant que policier pendant l'une des régulières scènes d'interrogatoire entre Kevin Spacey et Chaz Palminteri. Il n'était pas prévu que Redfoot, incarné par Peter Green, balance sa cigarette vers le visage de McManus, interprété par Stephen Baldwin. Le scénario prévoyait en effet que la cigarette soit jetée sur le torse de l'acteur. La réaction de Stephen Baldwin, conservée ensuite par Bryan Singer, était donc complètement naturelle. Do me a favor, right? Get the fuck off my dick. On peut voir lors de la scène où les malfrats sont côte à côte que ceux-ci ne peuvent s'empêcher de rire devant les policiers. Pourtant, la scène se voulait à la base extrêmement sérieuse. Les 5 comédiens ne pouvaient en effet s'empêcher de rire. Ce moment de complicité à l'écran marchait en réalité parfaitement et permettait de servir le propos du scénario. Bryan Singer décida donc de conserver les scènes en l'état. You fucking cocksucker motherfucker! Knock it off. Get back. Number 3, step forward.
Hand me the keys, you cocksucker. In English, please. Excuse me. In English. Hand me the fucking keys, you cocksucker. What the fuck? Number 4, step forward. It was bullshit. The whole rap was a setup. Hand me the keys, you fucking cocksucker. It was all the cops' fault. You don't put guys like... Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi, ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Vous connaissez la procédure maison? C'est là que tout a commencé. On nous a arrêtés sur une accusation bidon pour nous faire malmener par des demeurés. Numéro 1, pas en avant. Qu'est-ce que je foutais là, moi? Ça collait pas. Ces mecs étaient tous des braqueurs de haut vol, et pourtant j'étais là. Réponds. Tout le monde m'entend? Allô? Mais les flics se sont jamais doutés d'un truc que je sais maintenant. C'est que ces hommes ne parleraient jamais, ne se mettraient jamais à table. Alors tu m'emballes, connard? Des mecs comme ça, on les laisse pas dans la même pièce. Et si on reparlait du camion autour du cul? Qui sait ce qui peut arriver? Je crois qu'il va falloir sauver la face dans la dignité, dans l'honneur. Avec Fenster, on est branché sur un coup. Mon employeur a besoin de vos services, messieurs. Pour un boulot. Une journée de travail. C'est très dangereux. Aucun recul. Ils sont 10, 20 peut-être. Celui qui montera à bord pourra pas en descendre vivant. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? J'aimerais savoir pourquoi 27 hommes sont morts dans le port pour mettre la main sur 91 millions de dollars de dope qui n'étaient pas là. Il dit que sa vie est en danger. Il a vu le diable. Kaiser Soze! Il a parlé de Kaiser Soze. De qui? Qui est Kaiser Soze? Oh! Appuie sur le 20e, t'entends? Il n'y a pas de Kaiser Soze. On n'est jamais sûr. C'était tout son pouvoir. Il était dans le port. Il a tué beaucoup de monde. Si je t'entends répéter ce nom-là, je te descends tout de suite. Comment tu tues le diable d'une balle dans le dos? Un cadeau. De la part de Monsieur Soze. Il y a toute ma vie là-dedans, depuis mes 18 ans. Tous les mecs que j'ai bossé avec et que j'ai connus au ballon. Keaton répétait tout le temps: je ne crois pas en Dieu, mais j'avoue qu'il me fait peur. Il est ici. Oui, bien, moi je crois en Dieu. Et la seule chose dont j'ai peur, c'est Kaiser Soze. Et d'un coup... C'est ainsi que se termine cette série de vidéos qui vous aura fait découvrir mes 250 films préférés. Vous les retrouverez d'ailleurs tous dans la séquence qui suit, du 250e au premier. Parce qu'un film c'est un moment de vie, petit ou grand, ce sont des souvenirs, des moyens de grandir ou de retomber en enfance. Un grand merci à tous de m'avoir suivi pour cette petite aventure. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à regarder ces vidéos que moi à les faire. Continuez à voir des films et vive le cinéma. Salut!